Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ces Vendredis de la Recherche. Donc aujourd'hui, une édition spéciale des vendredis, on reçoit Thibaut Perrin. Bonjour Thibaut. Bonjour. Donc Thibaut Perrin qui est maître de conférence à l'Université de Nîmes en sciences de gestion. Thibaut, est-ce que tu peux nous dire peut-être juste rapidement qu'est-ce que c'est les sciences de gestion, depuis combien de temps tu es là Oui, alors je vais commencer par... Très rapide et après on fera peut-être la rubrique plus spécifique pour savoir. Ouais, je vais présenter mon parcours pour après, Ouais. avant de parler de... On va lancer la rubrique alors. Non, On sent que ça va déraper. Ouais. Alors, c'est donc la rubrique Qui es-tu, que fais-tu? On a fait des jingles, donc je tiens à les diffuser. Voilà, le jingle est passé. Alors, Thibaut Perrin, donc je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Nîmes depuis le 1er septembre, membre du laboratoire CHROM, qui est spécialisé sur les risques chroniques et émergents. Mon parcours, il est un peu atypique, mais peut-être moins aujourd'hui, dans le sens où j'ai eu un parcours professionnel avant de me lancer dans la recherche académique. Et ce parcours, finalement, reflète mes travaux de recherche. Donc, j'ai effectué mes études au Canada et par la suite, j'ai intégré un cabinet spécialisé en rémunération des hauts dirigeants. C'est un cabinet qui, en gros, conseille les sociétés cotées en bourse sur la rémunération des 5 dirigeants les mieux payés des sociétés cotées en bourse. Donc ça a été la première partie de ma carrière, partie très intéressante, un peu stratégique dans les hautes sphères des entreprises, et notamment des entreprises cotées en bourse. Et par la suite, au bout de quelques années, je suis rentré en France et j'ai rejoint une entreprise spécialisée dans les pipelines, les brides et les raccords, qui vendaient des brides et raccords des pipelines, donc une entreprise internationale. Et j'exerçais un rôle de DRH international, rôle qui était plutôt opérationnel. Et donc de cette double expérience, c'est-à-dire en gros interaction avec les conseils d'administration et par la suite un rôle plus opérationnel où clairement, lorsqu'on fait de la gestion des ressources humaines de manière opérationnelle, c'est du recrutement, la rémunération et puis malheureusement aussi parfois des licenciements. Je me suis lancé dans une thèse en collaboration avec l'entreprise Great Place to Work. C'était à peu près quand, ça, tes travaux de thèse? Alors, mes travaux de thèse, ils ont été initiés à partir... Alors, on va dire que ça a commencé à partir de 2016, date à laquelle où j'ai commencé à effectuer mon master recherche. J'ai fait mon mémoire de master recherche sur Great Place to Work. Okay. Et du coup, en fait, tu as fait le master, après tu as travaillé et après tu as fait la thèse ou J'ai fait le master recherche après avoir travaillé, c'est-à-dire en gros, j'ai fait mes études, j'ai fait mon baccalauréat en administration des affaires canadien à HEC Montréal. Et donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et après cette dizaine d'années d'expérience professionnelle, j'avais envie de me lancer dans la recherche. C'est quelque chose, un projet que je portais depuis très longtemps. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est assez drôle. À la fin de mes études au Canada, j'ai été aller voir les professeurs. Et puis, j'ai dit, j'aimerais devenir professeur. Elle me dit, t'es-tu malade? Oui. Et donc, finalement, ce projet est resté dans ma tête. Oui. Et donc, j'ai décidé de me lancer en 2016 avec une maîtrise en recherche, en sciences de gestion. Et la thématique était spécifiquement sur Great Place to Work. Et donc, vu que cette thématique était sur Great Place to Work, j'ai rejoint cette entreprise dans le cadre de ce qu'on appelle une thèse en chiffres, qui est un dispositif extrêmement intéressant, notamment pour ma discipline, mais je reviendrai là-dessus, les sciences de gestion. Peut-être juste un mot rapide sur la CIFRE, qui est un contrat un peu particulier parce qu'il y a plein de manières différentes de financer le doctorat, donc de permettre aux doctorants d'avoir les moyens de vivre et d'être un chercheur professionnel et rémunéré pour son travail. Et donc la CIFRE, la particularité, c'est que ça se fait avec le secteur privé. Exactement. Et c'est ça aussi tout l'intérêt, c'est de devoir mener un projet. En fait, pour vraiment mener une collaboration CIFRE, donc il vous faut un laboratoire, une entreprise et évidemment un doctorant. Et l'intérêt, c'est justement cette double finalité, c'est-à-dire une finalité, c'est-à-dire construire du savoir scientifique et en même temps avoir une contribution même minimale pour l'entreprise.
Et donc, la chance que j'ai eue, c'est que Great Place to Work, en fait, j'ai découvert que c'était un sujet de recherche scientifique qui, à l'époque, j'avais identifié grosso modo une vingtaine de publications sur Great Place to Work. Et donc, avec cette vingtaine de publications, bah, j'ai tapé à la porte de Great Place to Work et puis je leur ai proposé ce projet. Et ils m'ont embauché pendant 3 ans pour faire mon doctorat dans leurs équipes. Chouette. Donc, doctorat réalisé à partir de 2016, c'est ça? Et du coup, pendant, c'est donc 3 ans. Ouais, Tu termines en 2019, c'est ça le doctorat? alors non, en fait j'ai fait mon master recherche sur cette thématique de Great Place to Work. Qu'est-ce qu'une Great Place to Work? Et après le temps de lancer la collaboration en CIFRE, en gros j'ai commencé ma thèse en 2017 et je l'ai soutenue l'an dernier en 2021. D'accord. Oui, bon après, le temps de recherche peut effectivement varier pas mal en fonction des projets. J'avais pas vu, mais il y a DarkU qui nous a envoyé un petit message. Bonjour Monsieur Perrin, hâte de vous revoir. Donc certainement un étudiant qui a hâte de reprendre les cours. Tu donnes quoi comme cours? Alors, je donne à l'université de Nîmes, j'ai donné des cours d'introduction aux sciences de gestion, hein, puisque c'est. Et donc, ça veut dire que lui, il aime ça? Oui. D'être quelqu'un de bizarre. Je pense qu'on peut le dire. Bah, en tout cas, ça me fait plaisir de voir des étudiants et puis moi, de toute façon, de les retrouver. Les sciences de gestion, c'est vrai qu'on en parle pas fréquemment parce que c'est une discipline qui est apparue très récemment hein, dans le temps de la recherche. Hein. Le premier doctorat, je crois, en sciences de gestion, il date de 1976, si je ne me trompe pas. Donc, extrêmement sauf erreur de ma part. Enfin, du moins séparé de la discipline du droit et de l'économie. Je crois que c'est droit et économie, ouais. Je ne sais plus. Mais cette discipline, effectivement, qui se focalise sur plusieurs champs de la gestion. Hein. En gestion, on parle de gestion financière, gestion des ressources humaines, gestion des opérations, de la logistique. Et donc, moi, je m'intéresse de manière générale au management. Donc ça, c'est ma thématique de recherche, c'est-à-dire le management en tant que groupe collectif composé donc de managers, c'est-à-dire ceux qui sont les cadres au sein d'une entreprise. Et puis, je m'intéresse aussi principalement aux risques qu'ils génèrent, c'est-à-dire qu'on a 2 risques lorsqu'on est actionnaire d'une entreprise, c'est-à-dire qu'on donne son argent à une entreprise. Et cet argent donc, nous donne une action, et cette action, on s'attend à ce que, à minima, elle rapporte de l'argent. Ça, c'est la base de l'actionnariat. Et le problème, c'est que on sait que le management peut avoir un comportement opportuniste et peut être potentiellement incompétent. Donc, ce sont les 2 risques associés au rôle de manager de base, hein, les risques principaux. Donc, moi, je m'intéresse à ça. Et en fait, je m'intéresse au moment où ce risque est complètement réduit et qui commence à apparaître ce qu'on appelle donc de la confiance, et notamment lorsque cette confiance est perçue par les collaborateurs. Et donc, je m'intéresse à une relation tripartite entre les collaborateurs d'un côté, les managers et les actionnaires, et savoir comment ces 3 acteurs interagissent, et notamment le moment où finalement, potentiellement, les collaborateurs, parce qu'ils expriment leur confiance envers le management, augmentent leur niveau de productivité, ce qui augmente les niveaux de profit et, in fine, rétribue les actionnaires avec plus de valeur. Donc, oui, vraiment le lien direct avec la thématique du jour qu'on approfondira dans quelques minutes. Donc oui, on a fait un portrait de ton parcours un petit peu assez rapide, de ton parcours professionnel, de tes thématiques de recherche, de ton doctorat, qui est forcément un moment important dans la vie de tout chercheur. Et donc maintenant, une petite question pour peut-être mettre un peu le sujet en perspective avant vraiment de l'aborder. On va passer à la rubrique suivante. Je lance le jingle du coup. Donc, la rubrique, c'est à quoi ça sert ce que tu fais, et il y a un petit son qui est associé à cette rubrique que je vous fais écouter immédiatement. Ça veut bien? Dis, à quoi ça sert ce que tu fais?
Donc voilà, vous l'aurez compris, l'idée de cette rubrique, c'est de s'interroger sur l'utilité de sa recherche, parce que moi, c'est une question qu'on a choisi de mettre dans les vendredis de la recherche, parce qu'on trouve que finalement, quelle que soit la discipline, c'est une question qui est valable, et c'est quelque chose aussi qu'on doit vous expliquer, parce que finalement, la recherche publique, en tout cas, elle utilise l'argent public, et s'interroger sur ce qu'on fait de l'argent public et ce à quoi ça sert, c'est toujours une bonne chose. Et le fait de faire poser la question à un enfant, on se dit que ça peut être intéressant aussi, parce que c'est une manière de présenter une réponse qui va être peut-être pas tout à fait la même, mais qui est souvent tout aussi instructive. Donc, mais Thibaut, je te laisse répondre à ma fille, qui s'est prêtée à l'exercice de l'enregistrement. Elle est mignonne. Alors moi aussi, j'ai une petite fille qui me demande souvent qu'est-ce que je fais à l'université de Nîmes, et qui est très très fière de dire que son papa est maître de conférence. Pour expliquer à un jeune enfant ce que je fais, c'est assez simple. J'essaye de comprendre comment une organisation, finalement, donc une organisation, c'est un groupe d'individus qui travaillent ensemble, comment une organisation arrive à un certain équilibre. Et cet équilibre, comment il est atteint à travers ce qu'on appelle de la confiance. Et donc, la confiance, c'est une notion qui est assez simple, puisque finalement, c'est la base aussi de la relation entre parents et enfants. Oui. Et donc, quelque part, ce qui m'intéresse, c'est justement, lorsque cet équilibre est atteint, qu'est-ce qui permet de faire en sorte que on vive bien. Quelque part, finalement, ce qui m'intéresse, c'est comment une entreprise pourrait refléter une famille où il fait bon vivre quelque part. Et d'où la thématique d'aujourd'hui, justement, sur les entreprises où il faut bon vivre. C'est ça qui m'intéresse. Quelles sont les conditions qu'on peut créer pour qu'ils fassent bon vivre à l'endroit où on travaille, sachant que le travail occupe une grande partie des êtres humains, et c'est particulièrement important d'étudier ce sujet. Sachant que, comme dans toutes les familles, on a des parents, et que chez moi, les parents, c'est les managers. Et je le dis de manière un peu provocante. Non, mais je pense que c'est une bêtise que je ne peux pas dire ici. Donc j'étais un peu dissipé. Non, je ne vais pas le dire. Désolé, vous allez être très frustré, mais je te le dirai après. Je veux bien. En tout cas, donc en gros, c'est ça qui m'intéresse, et aussi plus récemment, ce qui m'intéresse aussi, et un des problèmes que l'on a aussi dans toutes les familles, c'est comment on fait finalement pour avoir une éducation quelque part commune en fonction des enfants. C'est-à-dire qu'il faut être équitable envers les enfants. Je suis désolé de faire ce parallèle, mais c'est le plus simple, je pense, à des enfants. Et quelque part, cette notion d'équité, c'est la dernière partie de mes travaux de recherche. Et elle a son importance, puisque si on arrive à l'équité, c'est un principe de base des endroits où il fait bon travailler, et c'est d'ailleurs une des dimensions qu'on discutera par la suite. Ouais. Donc en fait, effectivement, le parallèle avec la famille, ça permet ça s'explique parce qu'il y a un côté du quasi-hiérarchique, avec quand même une autorité des parents et une autorité de l'employeur de l'autre côté, et donc les éléments qui font l'équilibre du système, ils peuvent être comparés. Donc c'est une bonne manière d'expliquer à un enfant qu'ils doivent avoir la confiance de leurs parents. C'est bien ça. Merci beaucoup pour cette réponse. Et donc, je vous propose de passer au cœur de ce qui va nous intéresser, donc cette notion d'entreprise où il fait bon travailler, entreprise où il fait bon vivre. C'est donc maintenant. On peut y aller. Donc peut-être commencer par... tu nous as expliqué un petit peu comment tu en es arrivé à t'intéresser à ce sujet-là dans ton parcours, pourquoi... le fait que les liens, les mécanismes qui peuvent exister au sein d'une entreprise vont faire qu'il y a un plus ou moins bon terrain pour que les gens s'y sentent bien. Et donc, moi, je vais peut-être commencer par une question qui va être générale pour justement te permettre d'aborder les choses un petit peu comme tu le souhaites. C'est déjà sur la démarche. Est-ce que tu t'intéresses davantage ou de manière équivalente, ça c'est toi qui vois, aux causes, c'est-à-dire aux
caractéristiques que tu peux mettre en place, aux modalités que tu peux mettre en place dans ton entreprise pour créer un équilibre, ou aux conséquences? C'est-à-dire, en gros, est-ce que le fait d'atteindre cet équilibre et le bien vivre au travail, quelles sont les conséquences? Est-ce que les conséquences, elles sont positives uniquement pour les salariés qui se sentent bien, qui sont contents de venir travailler? Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres conséquences sur les résultats de l'entreprise, par exemple? Donc, ta démarche, savoir peut-être comment s'oriente ta démarche? Alors, ma démarche, elle s'est orientée en fonction de mes lectures, hein, puisque quand on fait de la recherche, tout dépend. Alors, on va pas rentrer dans des questionnements épistémologiques, mais en tout cas, moi, j'ai commencé le premier projet de recherche sur Great Place to Work, m'a mené à trouver finalement une vingtaine de recherches spécifiquement sur Great Place to Work en tant qu'objet d'étude. Pendant mes travaux de recherche, pendant ma thèse, je suis arrivé finalement à quasiment 70 articles scientifiques dédiés à Great Place to Work. Et en fait, en lisant ces articles, je me suis rendu compte que la plupart de ces travaux de recherche démontraient que être une entreprise où il fait bon de travailler avait un impact économique et financier. Donc ça paraît assez logique, hein. On se dit, tiens, je travaille dans un endroit où il fait bon de travailler, logiquement, je me sens bien, donc je vais être plus productif. Et quelque part, parce que je suis plus productif, ça va augmenter les résultats économiques de l'entreprise. Et derrière, quelque part aussi, si l'entreprise est cotée en bourse, le prix de l'action. Donc ça, c'est les travaux de recherche se sont focalisés là-dessus. Il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, il y a une recherche qui avait été effectuée par Alex Edmans de la London School of Economics, qui est quand même un établissement assez connu pour la recherche en finance. Et il avait démontré, par exemple, que si on faisait un portefeuille d'actions, donc un portefeuille d'actions, c'est grosso modo, voilà, j'ai envie d'investir, j'ai de l'argent de côté, je veux l'investir pour tout simplement fructifier mon capital pour ma retraite, par exemple. Eh bien, ce chercheur-là, il s'est dit, tiens, on va faire une simulation d'un portefeuille d'actions constitué uniquement d'entreprises labellisées Great Place to Work entre 1984 et 2009. Et en fait, ce qu'il a observé, c'est finalement qu'il y avait un retour sur investissement de 2,1 points de plus qu'un portefeuille normal que l'on pourrait avoir en achetant des actions un peu partout comme ça au hasard, ce qui est par an, c'est-à-dire que et de manière cumulative. De plus, hein. De plus, c'est ça, 2,1 points de plus, ce qui signifie que en gros, on observe des niveaux de performance financière largement supérieurs à la normale. Et donc, une autre étude, un petit peu plus discrète, là, s'était intéressée à, tiens, qu'est-ce qui se passe lorsque mon portefeuille, constitué d'entreprises Great Place to Work, fait face à une crise financière. Donc là, les chercheurs ont regardé deux crises. La première, c'est le 11 septembre, qui a eu un impact évidemment sur les cours de l'action. Et la deuxième crise, celle qui a été la plus massive, c'est celle de 2008. Et donc, sur cette période-là, ils se sont rendus compte que finalement, les 50 meilleures entreprises du palmarès Great Place to Work, donc on a 100 entreprises, ces 50 meilleures entreprises, finalement, elles avaient des niveaux de retour sur investissement de jusqu'à 6 points supérieurs à la normale. Donc, quelque part, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, OK, donc là, on sait qu'il y a un label qui nous permet d'observer que ça a un impact sur la performance financière. Après, il y a eu d'autres travaux sur la performance économique. Mais finalement, je me suis intéressé aux sources. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise ce label? Qu'est-ce que ce label et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et donc, je me suis intéressé à ces sources et donc je me suis replongé aussi dans la littérature et les origines de ce label. Alors, ce label, c'est extrêmement passionnant parce que finalement, ça reflète aussi ma thèse en chiffres. Ce label, il a été créé par un journaliste d'investigation, une espèce de Élise Lucet des années 80, qui adore aller dans les conflits et qui aime justement les conflits industriels, les syndicats, vraiment des conflits assez difficiles. Et donc, il va avoir un éditeur, le New York Times, et il leur dit j'ai envie de faire un livre sur les pires entreprises.
Donc on est aux États-Unis, l'éditeur leur dit vous êtes bien C'est les gentil années Robert, 80. voilà, c'est les années 80, vous êtes bien gentil Robert, mais on va passer sur les pires. Mais par contre, je vous encourage à faire un livre sur les 100 meilleures entreprises où il fait bon travail. Et donc finalement, avec 2 autres journalistes d'investigation, ils vont travailler pendant plusieurs années, faire plus de 3000 entretiens dans tous les États-Unis, en questionnant des syndicalistes, des journalistes, des salariés, des dirigeants, toutes les parties prenantes d'une entreprise, pour savoir ce qu'est une entreprise où il fait bon travail. Et finalement, ils ont découvert qu'une entreprise où il fait bon travailler, c'est une entreprise où le management n'utilise pas les ressources de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'a pas de comportement opportuniste qui finalement fait défaut à la fois aux actionnaires, mais surtout aux collaborateurs qui font face tous les jours à leur encadrement. Et donc, ce comportement, il apparaît notamment lorsqu'il n'y a pas de confiance dans une entreprise. Et c'est pourquoi il s'est focalisé sur la confiance au sein d'une entreprise et qu'il a créé un modèle en collaboration avec l'Université Wharton, un modèle d'évaluation qui est basé sur 2 outils. Le premier, donc, qui a été créé par l'Université Wharton, c'est le questionnaire anonyme qui s'appelle le Trust Index. C'est un questionnaire anonyme que l'on envoie à tous les collaborateurs de l'organisation participante, qui évalue 5 dimensions. D'abord, la confiance envers le management, crédibilité, respect et équité envers le management. Et ensuite, la convivialité, donc là, le bon vivre, et la fierté, je suis fier de mon travail. Ce qui, en fait, reflète 3 dimensions de la confiance. J'ai confiance envers les managers, j'ai confiance envers mes collègues, et donc j'ai confiance envers mon travail. Je suis fier, confiance, fierté, c'est aussi, d'un point de vue étymologique, c'est assez intéressant. Et donc, je me suis intéressé je suis retourné aux sources, parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est des scientifiques qui créent un outil, mais finalement... C'est avec des journalistes. Avec des journalistes. Alors, journalistes et l'outil, le Trust Index, ça a été... c'est les journalistes en premier qui fait sur l'initiative de la... Exactement. En fait, ils récupèrent les données qui avaient été effectuées pendant ces entretiens semi-directifs, et à partir de ces entretiens, ils vont créer ce questionnaire de confiance, et à partir de ce questionnaire, finalement, ils vont pouvoir caractériser, c'est-à-dire tout simplement dire qu'est-ce qu'une entreprise où il fait bon travailler. En gros, une entreprise où il fait bon travailler, c'est une entreprise où, en moyenne, les collaborateurs répondent à plus de 70% par la positive à ce questionnaire. C'est-à-dire, par la positive, c'est-à-dire qu'ils observent presque toujours vrai, qu'ils disent presque toujours vrai ou parfois vrai à un questionnaire à 5 niveaux. Donc, un questionnaire de confiance. Et donc, ce qui m'a intéressé, je me suis dit, c'est quand même assez fou. On a quasiment 70 articles scientifiques, il n'y en a aucun qui se focalise sur le cœur du réacteur, la confiance. Et donc là, j'ai commencé à recueillir des données en collaboration avec Great Place to Work en France. Donc, j'ai créé une première base de données avec 352 516 participants dans 416 entreprises françaises. Et donc, à partir de cette base de données, j'ai lancé des tests et je me suis rendu compte que, en fait, de facto, j'observais que la confiance envers le management apparaissait d'un point de vue statistique de manière très élevée. C'est-à-dire qu'en gros, tous les items de ce questionnaire dédié à la confiance envers le management étaient systématiquement apparus dans cette méthode statistique. Et donc, ça m'a interpellé. Au début, je me disais, tiens, c'est bizarre, c'est toujours management dans mes questions, je ne comprends pas. Et puis, en creusant, en revenant encore une fois dans la littérature, je me suis dit, mais non, en fait, c'est juste que ça reflète finalement le modèle de départ qui avait été créé par Robert Levering en collaboration avec l'Université Wharton. Alors, pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que Robert Levering a épousé une chercheuse de l'Université Wharton, et ça s'est fait un petit peu comme ça. Donc, ça a vraiment été... C'est marrant parce qu'en fait, c'est quand même, c'est souvent le cas. C'est régulièrement le cas où, sans parler de mariage, mais les collaborations de recherche sont aussi très liées à l'humain. Hein. Finalement, oui. C'est à l'occasion d'un séminaire ou d'un déplacement professionnel, on rencontre quelqu'un qui a des centres d'intérêt proches. Et des collaborations naissent aussi de cette manière-là, de manière assez régulière. Mais c'est vrai parce que maintenant je viens d'y repenser. Ouais. En plus, le sujet de Great Place to Work, pour la petite histoire, il m'est venu par ma sœur en fait, qui était DRH et qui avait participé à Great Place to Work. Et alors moi, quand elle m'avait annoncé ça, je lui ai dit
c'est de la bullshit, ce label, c'est n'importe quoi. Oui. Et en fait, finalement, en grattant et en allant finalement en grattant dans la littérature scientifique, je me suis rendu compte que c'était un sujet de recherche. Et donc la première partie, c'était vraiment de découvrir que la confiance envers le management avait un fort pouvoir statistique. Et la deuxième partie, ça a été tiens, est-ce que la confiance envers le management, ok, on voit qu'il y a la confiance envers le management, c'est la dimension centrale, mais est-ce que ça a un impact sur la performance économique ? Et donc, cette performance économique, en fait, il a fallu aller chercher une autre base de données. Donc là, on est allé chercher une base de données de 7200 entreprises. Et donc, on a créé un algorithme qui permet tout simplement de comparer. Donc, habituellement, en économie et en économétrie, on a plutôt tendance à faire des modèles. C'est la vieille formule Y est égal à X plus B, c'est-à-dire en gros, quel est l'impact d'une variable sur une autre. Moi, en fait, je m'intéresse à des modèles qui nous permettent de voir ce qu'on appelle des tests non paramétriques, des choses qui augmentent en même temps. Tout simplement parce qu'un des gros problèmes que l'on a avec Great Place to Work, c'est que vu que c'est un label, on a de fortes chances que déjà les entreprises qui participent, elles sont déjà au courant que finalement ce sont des entreprises où il fait bon travail, ce qui crée des biais au niveau des tests. Ensuite, si l'entreprise a beaucoup de moyens, c'est-à-dire qu'elle surperforme, derrière on pourrait se dire les salariés vont donner plus confiance à le management, puisque quelque part le management vont leur offrir plein de choses. Et enfin, quelque part, il y a aussi ce biais lié de manière générale, c'est ce qu'on appelle des biais d'endogénéité. Et donc, pour contrer ces biais, finalement, qui pourraient finalement biaiser mes résultats d'un point de vue économétrique, j'ai utilisé des algorithmes tout simplement pour comparer des pommes avec des pommes, tout simplement en essayant de voir, tiens, je vais prendre chaque entreprise où j'observe qu'il y a de la confiance envers le management, je vais aller regarder leurs caractéristiques. Leurs caractéristiques, c'est l'âge de l'entreprise, le secteur d'activité, sa taille et la performance antérieure, mais je reviendrai sur ce point par la suite. Et je vais essayer de voir quelle est l'entreprise la plus proche en fonction de ses caractéristiques dans mon panel de 7200 entreprises. Donc en gros, Decathlon versus Intersport. On pourrait avoir, je ne sais pas moi, McDonald's versus Quick, par exemple. Et donc, grâce à ça, ça nous permet de voir si effectivement, dans les entreprises où on a plus de confiance que le normal, on a des niveaux de performance économique supérieurs à la normale. C'est un peu la question que je voulais te poser sur les premières études, sur les résultats des entreprises et l'augmentation, enfin sur le portefeuille d'actions un peu à l'aveugle sur des entreprises Great Place to Work et d'autres. Est-ce que les comparaisons ont été faites, alors si tu as la donnée, ont été faites avec des entreprises similaires ou pas? C'est-à-dire, je prends une entreprise, une Great Place to Work, sur un fast-food et une qui ne l'est pas en fast-food, ou est-ce que ça a été fait un peu plus... en gros, à quel point les données sont comparables, quoi? Oui, donc sur les portefeuilles d'actions, effectivement, ils avaient effectivement effectué ces comparaisons-là. Maintenant, c'est une comparaison c'est une entreprise qui est labellisée, alors que dans mon cas, on a des entreprises qui ne sont pas labellisées. Mais en fait, tu as tes propres questionnaires qui ont déterminé qu'ils faisaient bon vivre dans ces entreprises que tu as comparé. Donc c'est vrai que c'était un test peut-être plus fiable parce qu'il n'y a pas le biais effectivement, comme tu l'as expliqué, on est labellisé, donc on sait déjà. C'est ça. Et les salariés, ils sont déjà peut-être un peu plus dans le phénomène intégré. Okay. Exactement. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui nous regardent parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les études de Thibaut, mais en fait, on les retrouve, c'est des questions que se posent tous les chercheurs. C'est-à-dire à quel point ma donnée est fiable. Et donc, on fait vous avez entendu les notions de double aveugle, des choses comme ça. Mais en fait, c'est tout ça, c'est tout l'intérêt, c'est d'arriver à aller chercher la donnée la plus brute avec le moins d'interaction avec les notions qu'on est en train d'étudier pour avoir des résultats qui sont les plus fiables possibles. Et c'est vraiment une question qui n'est pas évidente, parce que plus ce qu'on fait est connu, c'est-à-dire que plus Great Place to Work va être un dispositif qui va être connu de manière générale, plus le biais va être présent, mais plus il va être présent dans toute la population, plus il va être représentatif aussi. Donc arriver à placer ça, c'est vraiment pas évident. Sachant qu'en plus, avec le prix de l'action, on a le biais de
réputationnel, encore plus fort. C'est-à-dire qu'on n'a pas, ce qui est moins le cas que lorsqu'on utilise le profit en tant que tel. Une action augmente beaucoup par rapport, on prend l'exemple des actions de Tesla, qui avaient aucun rapport avec sa donnée réelle, en termes de déficience économique. Oui, il y avait quand même une déconnexion. Il y a Silence des Agneaux qui nous demande quel est le sujet du live qui vient d'arriver. Salut Silence, on va faire un petit raccourci. Donc aujourd'hui, c'est vendredi de la recherche. Je reçois Thibaut Perrin qui est maître de conf en gestion, en sciences de gestion et qui travaille sur les entreprises où il fait bon travailler, les Great Place to Work en anglais. Et donc là, on était en train, Thibaut était en train d'expliquer un peu plus en détail le fond de cette notion-là et ce que ça apporte, en fait, quelles sont les causes, pourquoi ces entreprises-là, on peut considérer qu'elles sont des entreprises où il fait bon travailler et quelles sont les conséquences sur, en gros, les résultats de l'entreprise. Et bonjour. Bonjour. Voilà, je ne sais plus vraiment où tu en étais. J'en étais sur la partie de mes travaux dédiée à... Donc on a eu la source des entreprises où il fait bon travailler. Alors j'ai oublié aussi de préciser que l'intérêt aussi des travaux, c'était aussi de isoler finalement, comme je l'avais un petit peu expliqué, les sources de ces entreprises où il fait bon travailler. Mais il faut bien comprendre que le label, il est établi à partir de 2 outils. Donc, on a le Trust Index qui compte pour 2/3 de la note. Donc, c'est le questionnaire anonyme. Et donc, cette moyenne permet de qualifier une entreprise. Et après, on a 1/3 qui est le Culture Audit, qui est un audit des pratiques managériales qui sont dédiées aux collaborateurs et qui compte pour le tiers restant. Et donc, finalement, l'idée, ça a été de gratter dans ce 2/3 qui explique en fait le label et la source de surperformance en finalement quelque part éclatant ce label et en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe même pour les entreprises qui n'obtiennent pas le label. Et on a une question, on nous demande, Dark You qui était là au début, nous demande où est-ce qu'on peut retrouver le classement. Sur le site de Great Place to Work, greatplacetowork.fr. Vous avez le classement. Je suis en train de chercher le lien, je vais vous mettre le lien dans le. Donc vous avez le classement sur le site. D'ailleurs, je vois qu'il y a des étudiants sur le chat. J'en parle souvent à mes étudiants. Franchement, c'est vrai que pour commencer dans la vie active, rejoindre une entreprise où il fait bon travailler, ça a tout son intérêt. Parce que tout simplement, ce sont des entreprises qui ont fortement tendance à impliquer les collaborateurs et qui donnent, en règle générale, plus d'autonomie, notamment aux jeunes professionnels. Et d'ailleurs, sachez que on a une entreprise labellisée Great Place to Work non loin d'ici à Gaillargues et qui s'appelle Bleu Libellule. C'est produit de coiffure, ça, non ? Oui, c'est ça exactement, qui a eu un taux de croissance fulgurant. Et c'est assez intéressant de voir que l'entreprise elle est labellisée, qu'elle a des niveaux très élevés au questionnaire Trust Index, le questionnaire de confiance, qui d'ailleurs, je dois le dire, ce questionnaire, souvent, on m'a fait assez fréquemment intervenir pour essayer de clarifier un petit peu ce qu'il y avait derrière ce label. Et c'est vrai que souvent, le label, on dit, tiens, c'est un label, c'est facile à obtenir. Mais finalement, il faut voir les questions qui sont posées. Il y a des questions qui sont très douloureuses pour le management. Par exemple, vous avez une question sur il n'y a pas de décalage entre le discours et les actions du management. Quand vous arrivez dans un comité de direction et que vous expliquez à toute l'équipe managériale, il y a tous vos collaborateurs qui sont en train de dire que finalement il y a un gros décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites, je peux vous dire que ce sont des sujets qui ne sont pas évidents. Donc ce qui est assez intéressant à travers Great Place to Work et cette question de confiance, c'est de voir que ce label aussi, c'est un espace de discussion. Utiliser ce label permet de... en fait, la plupart des entreprises, ce qu'on voit, c'est la face émergée de l'iceberg, qui est grosso modo 1/3 des entreprises participantes. Mais souvent, on a tendance à oublier les 2/3 d'entreprises qui participent et qui font face à des difficultés et qui ne font pas l'autruche et ont plutôt tendance à faire face à ces difficultés. Et c'est ça aussi qui m'intéressait. C'était pas uniquement me focaliser finalement sur les
meilleurs, les best in class, comme ils disent en anglais, mais aussi ce 2/3 restant qui fait partie de mon panel d'entreprises. Que toi, tu as pu identifier Que j'ai pu, différemment, et par tes propres moyens. En plus, du coup, tu as une certitude vraiment de l'origine des ressources, Oui. du coup, qui est directe. On a 2 questions par DarkU qui nous demandent est-ce que c'est dur d'être recruté dans ce type d'entreprise et quel type de profil ils recherchent. Alors, question intéressante sur les types de profils. Est-ce que, du coup, en question subsidiaire, est-ce que malgré les différents secteurs d'activité, on retrouve quand même des profils, enfin des caractéristiques de profils un peu similaires? Alors, je vais pas mentir, il y a beaucoup d'entreprises qui participent au palmarès qui sont des secteurs qui sont en tension. Donc, on a évidemment du secteur des technologies de l'information, donc du secteur du conseil. Vous avez la comptabilité. On a eu aussi des cabinets de droit, de juristes. Et on sait que c'est aussi un métier en tension. Mais aussi des métiers liés à l'hôtellerie, après le Covid. En tension, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, juste rapidement, en tension, ça veut dire en gros les secteurs où on a du mal à recruter, quoi. Effectivement. Et c'est vrai que c'est une problématique majeure pour les entreprises. Moi, j'ai assisté chez Great Place to Work à une explosion de demandes d'entreprises en début d'année. Tout simplement parce que ils faisaient face à une pénurie de talents. Alors, sur les profils, donc ça, moi, mes travaux de recherche, la première partie de mes travaux de recherche s'intéressait aux facteurs communs, la confiance envers le management. Mais la dernière partie de mes travaux de recherche s'intéresse à, quelle est finalement la perception en fonction des caractéristiques des salariés. Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce qu'en fait, Great Place to Work a lancé un nouveau modèle qui s'appelle Great Place to Work for All, issu des travaux de recherche scientifique menés aux États-Unis, notamment par un chercheur américain qui s'appelle Edward Carberry, qui fait partie de l'université. Normalement, est-ce que... Hop, je vais changer. On a une petite coupure, vous inquiétez pas, normalement, on est de retour. C'est bon, tu peux reprendre. C'est bon, je reprends. Et donc, en fait, ces entreprises où il fait bon de travailler pour tous, si justement je parle de ça, c'est justement parce que ces entreprises ont de plus en plus misé sur des profils variés et ils vont s'intéresser non pas uniquement aux compétences, d'ailleurs c'est une des questions qui est posée aux entreprises participantes, mais plus finalement à la correspondance entre vos propres valeurs et les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que pour créer cette confiance, il va bien falloir qu'à un moment donné, il y ait ce qu'on appelle en anglais un fit entre ce que vous aimez faire et puis ce que vos collègues aiment faire. Et donc, oui, ces entreprises sont ouvertes à tous. On voit des choses assez incroyables en termes d'insertion professionnelle. Ne serait-ce que chez Great Place to Work, donc l'entreprise où j'ai effectué ma CIFRE, ils avaient fait un partenariat avec une école qui s'appelle la Rocket School, qui offre, c'est une école de la deuxième chance, à des professionnels qui ont eu envie de changer complètement de métier. Ils leur ont offert l'opportunité de devenir chef de projet. Chef de projet chez Great Place to Work, c'est faire l'enquête, restituer l'enquête, Great Place to Work, donc faire des enquêtes de qualité de vie au travail. Et donc, on le voit de plus en plus chez les entreprises qui font partie de ce palmarès. Okay. On a une question de Silence des Agneaux qui nous dit qui sont les mauvais candidats et est-ce que nous avons une liste des mauvais joueurs? Donc, mauvais joueurs, je pense que ça doit être les entreprises où il faut en dessous du palmarès. Alors là, les mauvais candidats, je ne sais pas si c'est peut-être les mauvais profils de candidats pour être recrutés et peut-être la liste des mauvaises entreprises. Est-ce qu'il y a pas des caractéristiques? Si on a des étudiants qui nous regardent, peut-être effectivement des choses qu'il ne faut peut-être pas faire trop, enfin des points qu'il vaut mieux pas trop mettre en avant, qui intéressent moins ce type d'entreprise-là. Quelqu'un d'invivable au quotidien. Je suis insupportable. Je déteste l'humanité dans son ensemble. Alors, typiquement, c'est sûr que dans ces entreprises, les comportements opportunistes sont très facilement exclus. C'est-à-dire que vu qu'on est dans un environnement de travail où tout le monde, quelque part, a envie de contribuer au pot commun, dès lors qu'un individu a un comportement
adverse, Un peu trop un personnel. peu trop personnel, à miser un petit peu trop perso, pour le dire de manière... Donc le côté ambitieux peut-être à bien Oui. définir. À écraser les autres. Voilà. Parce que l'ambition peut être une qualité, mais peut-être une ambition de réussite dans le collectif à mettre en avant plutôt qu'une ambition personnelle. Exactement. Et ça fait partie dans les processus de recrutement. Toutes les entreprises où il fait mon travail, ça dépend des secteurs, mais je constate que ça en fait partie en discutant avec les professionnels. Intéressant. Donc ouais, c'est bien là sur le comportement opportuniste parce que je voulais t'en parler parce que la question du management non opportuniste dont tu parlais tout à l'heure, j'avais pas tout compris, mais du coup c'est aussi ces comportements-là qui font qu'on va chercher sa réussite peut-être personnelle au détriment des autres davantage que la réussite collective. Exactement. C'est le principal problème et c'est justement ce que l'on mesure lorsque les salariés expriment leur confiance envers le management, c'est qu'il n'y a pas de décalage entre leur discours et leurs actions. Et lorsqu'il y a un décalage entre le discours et les actions du management, ça veut dire qu'ils ont un comportement opportuniste qui, du coup, a un impact négatif à la fois pour les actionnaires et pour les collaborateurs, puisque si votre supérieur vous dit des choses mais il ne le fait jamais, quelque part, ça commence à être problématique au travail. Ok, très bien. Bon, on a eu pas mal de questions. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu souhaitais aborder ou on passe à la suite ? Non, on peut passer à la suite. Y a pas de Donc problème. n'hésitez pas si vous avez des questions qui viennent entre-temps. On peut revenir un petit peu en arrière, il n'y a pas de problème. Mais dans l'attente, je vous propose de passer à la rubrique suivante qui est un peu plus légère. Donc la rubrique des questions gênantes. Donc Thibaut, je vais t'inviter à te saisir d'une part de cette casquette Université de Nîmes, de ce joker réalisé par nos propres soins, et de ce dé. Donc l'objectif c'est que il y a un certain nombre de questions gênantes, donc j'espère que tu as bien regardé les autres émissions parce que cette semaine j'ai changé toutes les questions. Et donc voilà, il y a une dizaine de questions gênantes dans la casquette. Donc le jeu c'est de lancer le dé et le dé détermine le nombre de questions auxquelles tu vas devoir répondre. Donc je pense que la zone qu'on voit c'est à peu près là. Voilà. Je vais essayer de bien lancer parce que je suis très gauche. Comment ça va ? 5. Vous voyez, est-ce que c'est bon, tout le monde a vu ? Hop, pas de triche. 5, donc 5 questions. Et tu as un joker que tu peux utiliser à tout moment, mais on jugera. J'ai pas de chance. Je joue au loto ce soir. Alors, si tu veux faire un choix entre l'enseignement et la recherche, lequel serait-il ? C'est marrant. Pas hyper gênant, mais on a trouvé que c'était non, c'est intéressant. Alors, j'avoue que en ce moment, plutôt la recherche, parce que j'ai fait mon doctorat, je me suis focalisé uniquement sur la recherche. Là, j'ai beaucoup de plaisir à enseigner, et notamment à l'université, avec mes étudiants qui me posent plein de questions justement sur les entreprises où il fait bon de travailler, donc plutôt l'enseignement. Ok, très bien. Question 2. Question 2, je sais pas si on voit. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est frais. Qu'est-ce qui te surprend le plus chez tes étudiants ? Question difficile. Qu'est-ce qui me surprend le plus chez mes étudiants ? Parfois, leur capacité. Parfois, on a un espèce d'a priori sur un sujet, quelque chose de difficile. Et puis finalement, on se rend compte que ils sont très très forts. Et donc, c'est ce qui me surprend le plus chez mes étudiants. Après, bon, des fois, c'est l'inverse. J'attendais. Je savais que ça allait sortir. Mais non, généralement, on peut dire qu'ils sont tous brillants. Ils sont tous brillants. Dans l'intégralité. Mes étudiants sont les meilleurs. J'ai Darku qui dit il faut bien répondre là. Exactement. Je ne sais pas qui est derrière Darku, mais alors en fait, il y a l'écran avec le chat, il y a une caméra devant, donc c'est pour ça qu'on se. Voilà, on se baisse. C'est pas parce qu'on a des balles de ping-pong qui nous sont tirées dans la tête. Ça, c'est pour la saison 4 du vendredi de la recherche, on est en train de travailler dessus. En même temps qu'on fait les questions. Quel est ton plus gros défaut dans le travail ? Alors, on veut un vrai défaut, parce que je suis perfectionniste, c'est pas acceptable. Alors, je suis perfectionniste.
Oui, alors ça me rappelle, c'est marrant, moi j'étais recruteur, c'est exactement les questions pourries en entretien. Oui, C'est c'est souvent, exactement quel est ça. ton plus gros C'est une question gênante, il faut être sincère. Alors moi je vais être sincère, je pense que je suis un petit peu feignant, ce qui est paradoxal pour un chercheur, mais En fait, je sais pas. en fait j'ai étudié que finalement ceux qui étaient les plus grands procrastinateurs, et donc tout de suite j'ai sorti ça à ma femme parce que c'est aussi un sujet familial. Je lui dis mais ici regarde, je procrastine parce qu'en fait les procrastinateurs ont des très bons sujets de recherche. Donc je pense que c'est ça mon plus gros défaut. Je pense que si l'humanité n'avait pas eu un peu de fainéantise, on n'en serait pas là. Parce que si, voilà, à un moment, la flemme, c'est quand même un bon motivateur pour trouver des solutions pour se faciliter la vie. Exactement. Donc finalement, un chercheur un peu fainéant, ça peut être une bonne chose pour être innovant. Exactement. Alors, on continue. Pourquoi 5 ? Alors, c'est le D. Qu'est-ce que tu envies dans les autres disciplines de recherche ? Ah, intéressant ça, par rapport justement à notre approche à l'Université de Nîmes, notamment à Chrome, qui est inter ou transdisciplinaire. C'est le laboratoire. Chrome qui est des... Alors, Chrome qui est là, vous le voyez sur le tableau. Qui est un super laboratoire dédié aux risques chroniques et émergents. Hein. Je vous invite à suivre les travaux de recherche parce que franchement, ce que les chercheurs font dans ce laboratoire, je ne parle pas de moi, mais je parle de mes collègues, surtout les autres, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, je remercie aussi Yannick de m'inviter parce que les émissions aussi sont très intéressantes à ce sujet. Alors, qu'est-ce que j'envie envers les autres disciplines de recherche ? Parfois, moi, ma plus grande frustration pendant mes travaux de recherche, ça a été d'utiliser d'autres méthodologies. Moi, j'ai fait que du quanti, que des méthodes quantitatives, c'est-à-dire des méthodes statistiques qui s'appuient finalement, on peut dire, sur les mathématiques. On prend des bases de données et puis on essaye de faire des liens entre des variables à l'intérieur de ces bases de données. Et j'ai une espèce de frustration du fait de ne pas avoir fait ce qu'on appelle du qualitatif, c'est-à-dire des entretiens notamment... Donc, je disais, c'était combien en nombre de personnes là, de ton... C'était 382 000 participants. 352 000. Donc là, on imagine que c'est pas 352 000 entretiens, c'est des formulaires qui sont envoyés. Exactement. Et on traite la donnée statistiquement. Exactement. C'est ce qu'on appelle le quantitatif. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a il y a de grandes discussions dans la recherche sur justement est-ce qu'on n'a pas atteint des limites dans les études statistiques et finalement aussi avec les vraiment ce quali ce qui est frustrant, c'est que j'ai été chez les professionnels RH et donc recruteurs et finalement, quand on fait des entretiens, on voit la réalité professionnelle. Alors, quand on est sur son PC, on est en train de faire des tests statistiques, on est très éloigné du terrain de recherche. Bon, après, c'est limité parce que j'ai fait ma thèse chez Great Place to Work. Mais c'est cette petite frustration. On a fait 4 là, c'est la dernière. Ah, c'est bon ? Ouais, c'est la dernière. J'y arrivé. Alors, sur quoi c'est pas mal. Tu l'as fait exprès. Sur quoi procrastines-tu le plus ? Alors, je tiens à préciser qu'il y avait plusieurs questions. La question, tout le monde procrastine un petit peu. Et le plus, voilà. Sur quoi je procrastine le plus ? Je te laisse déterminer toi-même le champ de cette question. Mais après, sache que quand même, on peut accéder à la vidéo en rediffusion. Ouais, donc malheureusement. C'est une chose qui reste. Hein. les écrits, mais aussi les paroles. Ouais. Alors, je crois que ce que je procrastine le plus, je pense que c'est, tout simplement le moment où il faut se lancer dans un papier. Je crois que c'est Alors, un papier, les articles scientifiques font partie inhérente du travail d'un chercheur. En gros, ce sont des articles que l'on rédige et qui nous permettent de présenter à des spécialistes de notre domaine d'activité nos travaux de recherche. Et donc, ces articles scientifiques, alors il y en a qui disent articles scientifiques parfois, parce que c'est vrai, parfois ils sont très théoriques et se lancer dans la rédaction scientifique, c'est quand même laborieux. Et c'est vrai que des fois, dans mon travail de recherche, des fois c'est un peu long pour me lancer. Par contre, quand je suis dedans, je suis vraiment à fond. Mais bon, voilà.
Donc, bon, c'est de la procrastination, mais en fait, c'est un petit peu, je pense, le syndrome de la page blanche aussi. Oui. Quand on est dans un processus qui est quand même un peu créatif, trouver l'inspiration pour présenter les choses de la bonne manière, ouais, c'est vraiment de la procrastination, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un phénomène qui est, je pense, connu de tous. C'est-à-dire, je dois me lancer pour écrire, que ce soit, ça peut être une disserte quand on est étudiant, ça peut être voilà, un article scientifique, il y a quand même une première barrière à sauter pour se lancer. Ok, je pense qu'on a. C'est bon, t'as fait 5 questions. C'est bon, j'ai même pas utilisé mon joker. Ouais, c'est bien. Je vais dire la québécoise, mon joker. C'est ça, le joker. Très bien, on en arrive à la dernière rubrique de cette émission. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Tant qu'on n'a pas coupé, on peut répondre. Et donc la rubrique de la page blanche. Donc c'est un exercice qu'on a fait. Je te montrerai après si tu veux les dessins de tous ceux qui sont passés. Donc les dessins et autres. En fait, notre invité va avoir quelques minutes pour s'exprimer sur une page blanche. Alors sans aucune consigne, sans aucune contrainte, à part la taille de la feuille. Et donc voilà, tu fais ce que tu veux. Regarde, il y a 2 feutres. Il y en a peut-être un qui marche moins bien que l'autre. Choisis. Qui marche bien sûr, je pense qu'il marche pas mal. Donc voilà, du coup, pendant ce temps, moi je vais laisser Thibaut tranquille et je vais vous parler un petit peu de ce qui nous attend pour la suite de la chaîne YouTube. Là c'est Twitch. On est ensuite, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on est en rediff aussi. Donc nous, prochain live, je pense que ce sera vendredi prochain et ce sera un vendredi de la recherche. Donc on reçoit en principe Christian Siatka. Donc qui est plutôt dans le domaine de la génétique et donc on va faire un joli grand écart entre ces 2 semaines. Donc on se retrouvera là et puis normalement jusqu'à la fin de l'année civile, enfin jusqu'à la coupure, on ferme le 16 décembre. Nous tous les vendredis on aura des activités de prévues, donc vous pouvez noter d'ores et déjà dans votre calendrier que tous les vendredis à 12h30 c'est vendredi de la recherche. Vous pourrez nous retrouver. Tu as fini ? Oui. Allez, donc Thibaut va pouvoir nous montrer son œuvre. Alors là, comme ça dit rien, parce que j'écris très très mal. Alors, c'est du grec ancien, pistis. Pistis. Alors, c'est pistis, qu'est-ce que veut dire pistis ? Ça veut dire confiance et foi. Et en fait, c'est un terme qui a passionné mes travaux de recherche, parce qu'en fait, il y a une erreur de traduction sur ce mot par les Septante. Et qui a finalement reflété toute l'évolution étymologique du mot confiance. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que pistis, pour les Romains, c'était la fides spirituum, c'était le contrat écrit, et alors que pour la foi messianique, c'était plutôt la croyance. Et ce qui est intéressant dans la confiance, c'est que c'est un juste milieu entre le contrat et la croyance. Et donc voilà, je voulais à travers ce terme refléter ce sujet. Bon, tu nous en as parlé tout à l'heure, tu nous as parlé de confiance, convivialité, fierté, qu'il y avait des sujets étymologiques. Mais merci beaucoup. Je te laisse signer ton dessin pour que personne ne se l'approprie. C'était l'autre. Oui, c'est non, on essaye comme ça parce que quand on a plein de dessins, ça nous permet de quand même les identifier. Voilà, donc merci beaucoup Thibaut pour ta venue, c'était une super émission, moi j'ai appris plein de choses, vraiment hyper intéressant. On regardera ce qui se fait sur les Great Place to Work, c'était beaucoup mieux avec l'accent anglais tout à l'heure, là, c'était vraiment du yaourt total. Non mais merci beaucoup, c'était vraiment un super moment. On se retrouvera certainement pour d'autres événements. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous. Et à la prochaine. À la prochaine.